je tiens à dire une phrase que je répète toujours, c'est que ça peut arriver à tout le monde, mais pas à n'importe qui. Parce que, à cause de notre société qui est très individualisée, les gens se retrouvent à la rue. Mais moi, je peux t'assurer, je connais plein de gens qui auraient pu se retrouver à la rue. Mais parce qu'ils avaient un entourage solide, ils ne se sont pas retrouvés à la rue. Le micro, je n'ai pas bougé. Ouais. Attends, mes lunettes, parce que je te vois flou sinon. Et moi, j'ai besoin de voir les gens. Voilà. On voit pas le bordel derrière. Non, c'est très bien. Parfait. Oh, puis de toute façon, je m'en fous. Là, t'as la vraie Elina. Mais très bien. Mais tu sais que t'es le seul, hein. Bah, ça me Parce fait que les plaisir. autres font... Non, moi je suis en mode cool. Alors, ils veulent me voir vrai, Ouais. mais enfin, il faut quand même un peu Bah, ouais. aseptiser. Ouais, non, ouais. C'est pour ça que ça m'éclate. Tu pourras dire, c'est la vraie Elina. Ok, bah je suis content. Eh non, mais tu pourras même dire que c'est moi qui te le dis. Alors, salut Elina. Salut Flavien. Je suis très content de faire cette interview avec toi. Tu es une personne que j'écoute depuis plusieurs années sur RMC. Et à l'image de Joël Dagosseri que j'ai rencontré, tu me permets de croire un peu en la politique et tu as une façon de parler très honnête, très franche, très directe et optimiste qui fait du bien. Comment tu t'es retrouvé au GG et qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça? Alors, comment je me suis retrouvé au GG? Tout d'abord, j'ai écrit un spectacle qui s'appelle Des quais à la Seine pour raconter l'humanité des sans-abri de l'intérieur, parce que je m'étais aperçu que la plupart du temps, chaque fois qu'au théâtre on parle des sans-abri, tu repars, tu as envie de te saouler la gueule, tu as envie de dire oh là là, c'est horrible, alors que dans la rue, tu sais, dans la survie, tu rigoles, tu fais les 400 coups, enfin bref. J'ai mis 10 ans à écrire ce spectacle, et en 2012, donc mon spectacle est sorti au théâtre André Bourville, que j'ai loué. Et il y a un journaliste qui est venu me voir et qui a fait mon portrait dans Libération. Et de là, Flammarion est venu vers moi. Alors là, c'était la cerise sur le gâteau. Même moi, Flammarion, pour moi, ça voulait rien dire. Il y avait que les gens qui disaient oh, mais tu te rends pas compte, Flammarion, Flammarion. Bon, pour moi, voilà, bon. Voilà, j'ai dit oui. Et puis, dans ma petite chambre de bonne, régulièrement, j'écoutais les grandes gueules. Et chaque fois qu'ils parlaient des sans-abri, des gens au RSA, des chômeurs, enfin, des plus précaires, ça m'énervait. Mais tu ne peux pas t'imaginer. Donc, je leur envoie mon livre avec une dédicace et je leur dis la prochaine fois que vous parlerez de l'exclusion des sans-abri, invitez-moi parce que moi au moins je sais de quoi je parle. Et là, ils m'ont invité, en même temps ils ont fait la promotion de mon livre et depuis je n'ai jamais quitté les grandes gueules. Contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup de gens qui s'en sortent. Et ça je tiens à le dire. Mais on ne le dit pas assez. On parle toujours des gens qui s'en sortent pas. Mais il y en a beaucoup qui s'en sortent. D'accord. Les sans-abri, il y en a toujours eu. Malheureusement, il y en aura toujours. Est-ce que c'est difficile d'être dans un combat en se disant que quoi qu'il arrive, il y en aura toujours? Moi qui ai plus d'un demi-siècle, moi j'ai vu le nombre de sans-abri augmenter. Principalement chez les femmes, principalement chez les enfants. Il n'y a pas de honte à être lesbienne, transgenre, enfin homosexuel, ce que tu veux. Moi je m'en fous. Mais le problème, c'est qu'on a dit, c'est plus un tabou. Mais quand il y a certaines, et ça, quelles que soient les religions, hein, je peux te le dire, hein, parce qu'on parle toujours de la religion maghrébine, mais moi je peux t'assurer que je connais des bons catholiques bien friqués, et pareil, à 18 ans, quand ils apprennent que leur gamin est homosexuel ou lesbienne, ou transgenre, ça arrive, qu'ils ont décidé d'être un garçon ou une fille, dehors. Et moi, tu sais, je te jure, moi, ça c'est mon social à moi, c'est pour ça que j'ai toujours, je suis hors des clous, je leur dis, écoute, je t'en prie, tiens le coup, reste chez tes parents, je sais que ça va pas être drôle, et tu leur diras une fois que tu auras un logement. Parce que être dans la rue, c'est vraiment pas drôle. Alors, heureusement qu'il existe une association qui s'appelle Le Refuge, mais Le Refuge, il peut pas non plus, à un moment donné, c'est comme le crack, il n'y a qu'une salle de consommation
à la Riboisière, il ne peut pas accueillir tout Paris et Île-de-France. Ben, le refuge, c'est pareil, il ne peut pas accueillir tout le monde. Donc moi, je leur dis aux gamins, j'ai écouté, je vous jure que la rue, c'est trop dur. Mais sauf que quand tu es jeune, tu sais, tu dis, mais non. Sauf qu'il y en a certains qui m'ont dit, ouais, t'avais raison, Lina, je te l'avais dit. Et tu vois, tout est comme ça. Et c'est pareil aussi, il y a aussi une nouvelle population dont on parle très peu. Bon, il y a évidemment la psychiatrie, mais ça, la psychiatrie, c'est depuis toujours. Hein. Bon, les enfants de l'ASE, ça, c'est depuis mon époque. Mais il y a une nouvelle population qui est à la rue, dont on parle très peu. Moi, j'arrête pas d'alerter les pouvoirs publics. Bon, personne, tout le monde s'en fout, hein, je te le dis honnêtement. C'est la maladie d'Alzheimer. Moi, j'ai été beaucoup contacté. Alors, évidemment, c'est pas la majorité des personnes qui se retrouvent dans la rue, mais il y en a de plus en plus. Moi, je suis de plus en plus contacté par des personnes, des familles, qui me disent, écoutez, ma mère, elle a Alzheimer, mais c'est pas, elle a de l'argent pour payer son loyer. Mais comme elle vit toute seule, et elle n'est pas suffisamment malade pour avoir une ADVF, une auxiliaire de vie aux familles, jour et nuit, bah, elle part. Et il y a eu des familles, j'ai eu un homme, là il y a un homme qui n'est toujours pas retrouvé. Par contre, il y a une femme qui était dans mon quartier, quai de la Loire. J'ai appelé Yann Brossard. Tous les riverains se sont mobilisés. Parce que ce que tu ne sais pas, Flavien, c'est que cette femme qui avait perdu complètement sa tête, qui avait de l'argent sur son compte en banque, et bien un jour, les huissiers sont venus chez elle. Ça s'est passé quai de Loire, dans le 19e. Et un jour, elle ne pouvait plus rentrer chez elle. Par contre, là où il y a eu beaucoup de solidarité, parce que c'est une mamie toujours bien maquillée et tout, et par contre, là, j'avoue, là, il y a eu vraiment une solidarité extraordinaire, et maintenant, cette femme, elle est en sécurité. Par contre, il y a un monsieur, son fils, il m'a écrit via Facebook, on ne sait toujours pas où il est. Alors, tout le monde croit l'avoir vu, mais il avait Alzheimer. Et ça, je pense que... Tu sais, moi, je ne te dis pas que je suis une fille qui voit... je ne suis pas une voyante, mais je trouve dommage que, sachant que Alzheimer, c'est une maladie qui progresse beaucoup en France, on ne la prend pas assez en compte. Parce que ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas d'argent pour payer leur loyer. C'est tout simplement que, ben voilà, t'es malade. Bien sûr. Ton courrier reste dans la boîte aux lettres, enfin voilà quoi. Il y a de plus en plus de jeunes dans la rue, sans abri. Qu'est-ce que ça dit selon toi de notre société? Les jeunes de 18 ans à 25 ans qui sont à la rue, qui eux ont toujours été à la rue, après, même à mon époque, hein, suite à une fin de prise en charge de l'aide sociale à l'enfance. Ceux-là, ils ont toujours existé. Mais par contre, c'est vrai que maintenant, on voit de plus en plus de jeunes à la rue. Et ça, pour moi, ça dit de notre société, alors que c'est quand même la société de demain. Moi, voilà, je suis plus très jeune. Enfin, je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai plus d'un demi-siècle. Mais ça dit aussi que notre État, que nos politiques ne prennent pas soin de notre jeunesse. Alors qu'en fait, c'est quand même eux qui sont l'avenir de demain. Et à force de les dégoûter, bon, heureusement, je ne te cache pas, je connais des jeunes extraordinaires. Heureusement qu'il y a une jeunesse qui est forte. Mais je comprendrais qu'il y ait une jeunesse aussi, parallèlement, qui, eux, n'ont pas eu forcément la chance de faire beaucoup d'études. Comme moi, j'ai été exclu du système scolaire à 15 ans, parce que, soi-disant, j'avais des graves problèmes psychomoteurs. Ben, à un moment donné, ils en ont marre. Et puis, ben, de toute façon, puisqu'on ne veut pas de nous, ben voilà, autant se laisser aller, autant aller vers l'argent facile. Puisque l'État, enfin, quand je dis l'État, je parle de nos élus, puisque nos élus ne s'occupent pas de nous, on n'arrive pas à trouver un sens à notre jeunesse, bah, ouais, écoute, bon, autant foutre le bordel. Hein. Moi, je sais que... Alors, je dis ça parce que moi, j'ai toujours été une gamine très révoltée. Mais moi, par exemple, je sais que si les politiciens... Imaginons que j'ai 16 ans. On me dise... ah non, hein,
c'est interdit de porter le voile. Bah, exprès, je le porterai. Mais rien que pour faire chier le monde, quoi. On me dirait, ouais, il y en a encore 50 qui ont brûlé des voitures. Bah, hop, allez, hop, je mets. Parce qu'à un moment donné, si nos élus ne regardent pas la jeunesse telle qu'elle est, avec ses souffrances, avec ses problématiques, parce qu'il faut savoir que derrière cette jeunesse aussi, il y a des parents qui souffrent. Alors, c'est vrai, souvent on critique les parents. Mais moi qui suis très proche des familles aussi, quand je rencontre des jeunes qui sont en très grande difficulté, et quand tu connais la vie de ses parents, tu te dis, ouais, ben, je comprends. Et souvent quand même, ça j'ai pu l'observer, c'est quand même des femmes qui élèvent seules leurs enfants. Des fois ils sont 4, des fois ils sont 5. Et l'homme, lui, il est là, occasionnellement. Enfin, attends, et je tiens à préciser, parce que je sais que les gens d'extrême droite ou de droite dure, ils disent toujours, c'est les Africains et les Maghrébins. Moi, je peux te dire, moi qui suis, comme les gens aiment dire, une Française, bien que j'aurais pu aussi ne pas être une Française, puisque mon père n'est pas français. J'ai été française parce que je suis pupille de l'État. Mais moi, je peux t'assurer que je connais plein de jeunes qui sont dans des difficultés énormes. Et les Français, et les parents sont bien des Français de souche, comme aiment le dire tant d'élus. Donc il faut arrêter de stigmatiser toujours. Moi, je connais des femmes françaises, elles élèvent leurs gamins toutes seules. Le père, il ne veut pas donner de pension alimentaire. Enfin, voilà, faut arrêter de stigmatiser. En fait, la problématique, elle est auprès de tout le monde, quoi. J'ai une question pour toi, Ina. Vas-y. Si on est quelqu'un de lambda, qui n'est pas forcément qui est pas forcément sans-abri, il se balade dans la rue, il a envie d'aider un sans-abri, comment est-ce qu'il... Ça veut dire quoi aider une personne qui est sans-abri? Alors, aider quelqu'un sans-abri, ça veut dire quoi? C'est sûr que c'est pas en lui donnant 1 euro que vous allez changer sa situation, hein. Moi, je pense que déjà, de les regarder, c'est hyper important. Moi, tu vois, regarde, parce que, bon, c'est vrai que dans mon quartier, tous les sans-abri me connaissent, c'est normal. Mais quand je vais dans le 14e, le 15e, ils me connaissent pas. Je m'arrête, je dis bonjour, ça va? Bon, ils me répondent pas. Il y en a, mais après, ils sont même estomaqués. Mais moi, je peux pas donner de l'argent à tout le monde, sinon, moi, j'ai plus d'argent. Et après, bon, bah, alors peut-être pour moi, c'est plus facile parce que je connais la situation des deux côtés. Mais, par exemple, j'ai fait une proposition dans mon rapport en 2020. Quand la présidente de la région Île-de-France m'a proposé de faire un rapport contre le sans-abrisme des femmes, j'ai fait une proposition. Bon, évidemment, je te jure que c'est une proposition toute conne. Parce que moi, les propositions que j'ai faites, j'ai pas besoin de faire bac plus 5. J'ai dit, vous vous rappelez les années Bottin? C'est les années où tout le monde avait un bottin. Parce qu'on n'avait pas Internet et tout. J'ai dit, qu'est-ce qu'empêche aux mairies de toute la France qui font des guides de solidarité où il y a écrit où tu peux manger, où tu peux te doucher, où tu peux t'habiller, où tu peux avoir la cravate solidaire. La cravate solidaire, c'est une association que j'adore. Par exemple, t'as un rendez-vous chez un employeur, il te prête un costard, il t'aide à l'entretien. Qu'est-ce qui empêche aux mairies en France, comme à l'époque du beau temps, d'envoyer ça à chaque citoyen? Parce que les citoyens, ils ont de l'empathie pour les sans-abri, mais ils ne savent pas quoi faire. Et bien là, ils pourraient dire, moi j'habite le 19e. Ah tiens, je lui dirais qu'il y a ça. Je l'ai proposé dans mon... Non, personne ne le valide. Et ça, c'est pas un truc compliqué. Non, ces petits annuaires, ils restent bien entassés dans nos mairies, chez les travailleurs sociaux,
alors que il y a plein de citoyens lambda qui veulent aider. Et s'ils avaient ce petit annuaire que je pourrais te montrer tout à l'heure, mais tu vois, par exemple, je sais pas, tu te dis, ah, j'ai un sans-abri en bas de chez moi, ah, je vais regarder ce qu'il y a dans le 19e. Ah tiens, je vais lui dire ça. Non, c'est une bonne idée. Mais attends, je l'ai proposé. Oui, non, non. Eh ben, j'attends toujours. Ouais, non, je comprends. Tu comprends? Ouais, ouais. Et ça, c'est pas une idée qui coûte très cher. Et Lina, il est important, je pense, de rappeler qu'il n'y a pas de profil type de personnes qui se retrouvent dans la rue sans abri. Ça peut être des personnes anciennement fortunées. Il n'y a pas de profil type. En fait, il n'y a pas de profil type dans la rue. Alors évidemment, plus tu as été fragilisé dans l'enfance, plus tu as été moins construit sur un plan éducation, sans diplôme, bien qu'il y ait des gens qui n'ont pas eu de diplôme et qui ont très bien réussi, mais il n'y a pas de profil type. En tout cas, moi, au fur et à mesure des années, je t'assure, j'ai rencontré un monsieur qui est sorti de Sciences Po. Alors lui, il s'est retrouvé à la rue à 50 ans suite à un divorce. Il a jamais... il aimait sa femme. Sa femme était avec lui surtout pour l'argent. Mais aujourd'hui, en 2021, j'avoue que ce serait compliqué de dire qu'il y a des profils types. Alors, à mon époque, il y avait vraiment des profils types. C'est vrai, il y avait D'accord. les enfants de l'ASE, la psychiatrie, quelques femmes battues. Mais avec le flux migratoire, bien que moi je connais plein de gens que j'ai aidés qui ont eu l'obtention du demandeur d'asile, aujourd'hui je connais quelqu'un qui habite à Angoulême, il a un super métier, il a une petite fille, il s'en est très bien sorti. Donc, et malheureusement, je crains qu'aujourd'hui, il y ait de plus en plus de tous les profils. Mais par contre, je tiens à dire une phrase que je répète toujours, c'est que ça peut arriver à tout le monde, mais pas à n'importe qui. Parce que, à cause de notre société qui est très individualisée, les gens se retrouvent à la rue. Mais moi, je peux t'assurer, je connais plein de gens qui auraient pu se retrouver à la rue. Mais parce qu'ils avaient un entourage solide, ils ne se sont pas retrouvés à la rue. Je comprends. Ça, je tiens à le dire. Et toi, Elina, t'as passé combien d'années dans la rue? Alors moi, je suis arrivé à 18 ans. Bon. Et pendant 15 ans, j'étais sans domicile fixe. Mais ce que j'oublie souvent de dire, c'est qu'une fois que tu as un toit, après, il faut réparer le cerveau encore. C'est ça? Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, j'ai pas peur d'appeler mon psychiatre, mon addictologue. Parce que moi, de toute façon, je serai addict toute ma vie. Hein. Tu sais, l'addiction, c'est pas un truc comme ça, paf. C'est comme les gens qui sont obèses. C'est comme les gens qui aiment le jeu. Enfin, c'est comme toutes les addictions. Bon, moi, je suis pas addict au sexe, par contre. Alors ça, il n'y a pas de danger. Mais je veux dire, voilà, moi, je connais une femme qui est addict au sexe. Chaque fois qu'elle va chez un médecin, elle lui propose. Bon, il y a ceux qui disent oui, il y a ceux qui disent non. Donc, voilà, une addiction, ça reste une addiction. Et il faut se faire soigner. Voilà, c'est tout. Alors après, toutes les addictions n'ont pas toutes les mêmes conséquences. Ça, je tiens à le dire. Évidemment, si tu es addict au crack, à l'héroïne, ça n'a pas les mêmes conséquences que d'être addict au sexe ou au tabac. Voilà. Mais le jeu, par exemple, moi j'ai connu un homme très très riche qui avait, il avait un salon de coiffure et il coiffait que des stars. Et un jour, il est tombé dans le jeu et il a tout perdu, il est tombé sans abri. Donc tu vois, comme quoi, à cause du jeu. Oui. Donc tu vois, non, je crois qu'en 2021, voilà, c'est compliqué. Et même, tu vois, toutes ces personnes qui viennent de pays en guerre ou de pays dictature, et moi je parle avec eux. En plus, tu as vu où j'habitais, pas te donner mon adresse exacte, mais j'habite quand même le 19e. Mais tu sais, c'est des gens qui sont à la rue parce qu'ils viennent de pays en guerre. Mais quand tu leur demandes qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur pays, il y en a qui me disent qu'ils étaient interprètes, et ça se voit parce que déjà ils parlent anglais, moi je ne sais même pas parler un mot d'anglais. Il y en a qui étaient médecins, il y en a qui étaient instituteurs, il y en a qui étaient profs. Mais ces personnes-là, je veux dire, ils sont tout à fait réinsérables. Mais sauf que si on les laisse pendant 2 ans à la rue
à cause des lourdeurs administratives du demandeur d'asile, parce que moi je sais comment ça se passe. Tu passes par une association, après tu passes à l'OFPRA, après tu passes à l'OFI, après tu repasses quelque part. Ben, tout ça, ça peut durer un an. Ben, en un an, excuse-moi, hein, tu as le temps de déprimer, puis de te dire un jour, bon bah allez, donne-moi un caillou. Ouais, je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est pour ça que moi j'en ai marre de ces lourdeurs administratives. Parce que je me demande, et moi d'ailleurs j'ai pas peur de le dire, hein, souvent, même sans parler des flux migratoires, je parle même juste de la France, des personnes qui galèrent, des gens précaires en France. Quand tu vois le cercle vicieux du système social en France, je me demande si nos politiques, ça les arrange pas de Décourager les gens. de décourager les gens. Et du coup, ce qui fait que, bah, du coup, au bout d'un moment, les gens ne vont plus voter, ils n'en ont plus rien à foutre. Et ça entretient la misère, ça entretient un système qui, je le dis bien, je ne vais pas citer les noms d'associations parce que là, je me fais tuer, mais ils le savent, qui entretient des subventions pour des associations institutionnelles. Par exemple, dernièrement, là, je vais te dire un truc. Alors là, pour le coup, là, c'est grand coup de gueule. Moi, tu vois, il y a un truc que j'ai toujours détesté des travailleurs sociaux. Et pourtant, je les défends. Hein. Je sais que c'est un travail dur. Ils vont toujours dans la rue pour qu'on augmente leur salaire. Et moi, j'ai toujours proposé, et t'inquiète pas, ils me connaissent. Moi, je suis d'accord pour faire la grève. Mais avec les sans-abri, avec les plus précaires. Non. Leur revendication, c'est quand même leur salaire. Et ça, chez moi, ça ne passe pas. Je comprends. Par contre, quand je parle aux travailleurs sociaux, je m'en fais, Ina, t'es taré, on va se faire taper sur les doigts. Et puis si on commence à faire... Bon, pour moi, c'est ce qu'ils me disent. Si on commence à faire des manifestations avec les plus précaires, les sans-abri, mais nous, on n'aura plus de subventions. Alors tu vois à quoi ça tient? Voilà notre système social. Qu'est-ce que ça fait le premier jour où on se retrouve dans son chez-soi et qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu longtemps à la rue et qui ne supportent pas d'avoir un chez-soi? Alors, c'est vrai que toute ma vie, franchement, moi, j'avais pas de projet. Hein. Enfin, moi, mon projet, c'était, dès mes 18 ans, c'était toujours avoir un toit. Un toit, quelles que soient les conditions. Mais je voulais quand même un toit pérenne. Mais j'ai eu des toits, je peux pas dire l'inverse, mais des toits dans quelles conditions? Tu vois, coucher avec un type à qui je faisais plaisir, enfin bref. Et c'est vrai que quand je suis arrivé dans ce toit, dans le 20e arrondissement, je suis devenu triste. Et tous mes amis me disaient, mais enfin, depuis le temps, tu devrais être contente et tout. Et en fait, alors ça maintenant je le travaille. D'ailleurs, j'ai produit un documentaire qui s'appelle Et maintenant les cimes, qui raconte la difficulté de s'approprier un toit quand on a été sans domicile fixe pendant longtemps. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sans domicile fixe, souvent ils ont un toit. Mais en fait, ils y vont jamais. Ou alors ils abandonnent. Pourquoi? Parce que en fait, quand on est dans la rue, ou sans domicile fixe, on est toujours... enfin, on est libre. Voilà, tout nous appartient, la rue est à nous, quelque part. Et tout à coup, tu te retrouves enfermé, tu es tout seul. Alors qu'il ne faut pas oublier que la rue, il y a plein de monde. Et faut pas croire, mais la rue, elle développe aussi des pathologies telles que l'agoraphobie, la paranoïa, la claustrophobie, enfin bref. Et en fait, j'ai fait une dépression de 6 mois, donc je suis retourné voir le psychiatre. Et pendant 6 mois, j'ai dormi chez une amie, parce que je n'arrivais pas, quoi. Et grâce à la psychiatre, bon, j'ai réussi à m'approprier le logement. Mais en tout cas, une chose est sûre, quand on a été logement sans domicile fixe, il faut être accompagné. Parce que les gens, ils ne se rendent pas compte que c'est très compliqué. Moi, je me rappellerai toujours d'une question que ma psychiatre m'avait posée. Elle me dit, mais je ne comprends pas, Madame Dumont. Maintenant, vous avez un toit. Vous n'avez pas pensé comment le décorer? Mais quand tu n'as jamais eu... Parce que moi, il ne faut pas oublier que j'étais de famille d'accueil en famille d'accueil.
de foyer en foyer, des endroits qui t'appartiennent jamais. Il n'est même pas venu à l'idée, c'est comme quelqu'un de normal qui va dire, tiens, là, on mettra le tableau de grand-mère, là, on mettra la pendule. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Ben, moi, j'ai dit, ah bah ouais, c'est vrai, j'ai même pas réfléchi. Bon, maintenant, t'as vu, j'ai grandi, hein, t'as vu, c'est décoré maintenant. Ouais, Hein. ouais. Il y a de tout maintenant. Hein. Ça va du bouddhisme au boucle d'oreille musulmane, aux protestants, enfin bref, aux catholiques, enfin bref. Mais, en fait, tout s'apprend dans la vie. Et en fait, c'est pour ça que c'est important pour un enfant, ça j'ai appris ça, attends, après 40 ans de psychothérapie. J'ai compris pourquoi, aujourd'hui, avec tout le recul que j'ai, c'était important, quand tu es enfant, d'avoir sa chambre. Parce que quand tu as ta chambre des petits, tu apprends à la décorer, tu apprends à l'investir. Mais quand tu n'as jamais eu ça, ben, quand tu arrives à 44 ans, ben, tu n'as jamais eu ton lit à toi toute seule, tu n'as jamais eu ton petit coin confiné. Parce qu'une chambre, ça sert à quoi, une chambre d'enfant? Ça sert à s'ennuyer, ça sert... bon, allez, bon, aujourd'hui, je vais dire, on regarde en cachette Twitter, je sais pas quoi. Bon, moi, à mon époque, c'était plus, je fumais la cigarette sous le drap. Mais ça sert à se construire, mine de rien. Même si le parent, il arrive à un moment donné, quoi, qu'est-ce qui se passe? Ça sent bizarre. Mais ça sert à se construire aussi d'être tout seul dans une chambre. Mais moi, j'ai jamais vécu ça. Le seul moment où j'ai vraiment été toute seule, c'était à mes 44 ans dans ce studio. Qu'est-ce que j'ai fait au bout de 6 mois? Ah, j'étais réparé. Hein. Ah oui, j'étais réparé. Je pleurais plus. J'avais réussi à acheter 2-3 chaises. Ben, j'ai invité toute la rue. Ah, on a bien rigolé. Hein. Sauf que mes vrais copains, ils ont invité les autres copains, des autres copains. Ça a été la galère. J'ai été obligé de porter plainte. J'ai été menacé de mort. Et dans mon bail social, il y avait écrit qu'en cas de danger, on avait le droit de déménager. Donc moi, j'avais toutes les preuves. Hein. D'accord. Donc c'est comme ça que je suis aujourd'hui dans le 19e. Et ma psychiatre, je me rappellerai toujours, elle m'avait dit, alors maintenant, vous mettez une pancarte sur votre porte, donc ma porte de sortie. Je n'invite plus de sans-abri chez moi. Est-ce qu'il existe un code dans la rue, des lois informelles dans la rue que tu pourrais nous raconter ou nous expliquer? Alors, c'est vrai que dans la rue, alors évidemment, c'est ce que je dis toujours, alors moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est de créer une passerelle à travers tous mes boulots, entre les inclus et les exclus. C'est vrai que d'un côté, les inclus, ils ont peur des exclus, les exclus, ils ont peur des inclus, enfin bref. Et il faut créer une passerelle. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des codes. Par exemple, dans la rue, il y a une hiérarchie. Par exemple, moi, mes premières années de rue, jamais je me serais mélangé aux drogués. Jamais on se mélangeait aux prostituées. En fait, dans la rue, il y a des groupes. Les jeunes squatteurs, ils restent entre eux. Et en fait, on se mélange pas. En fait, il y a la hiérarchie chez les exclus est la même que chez les inclus. Sauf que la logique pour s'en sortir et se démerder n'est pas la même. Après, attention, hein, dans la rue, tout le monde n'est pas des bons samaritains. Il y en a, moi j'ai rencontré des gens très violents, mais chez les inclus, il y a autant de meurtres que d'agressions dans la rue. Et moi, quand on me dit il y a beaucoup d'agressions, enfin, je parle des extrêmes. Quand ils disent oui, il y a 14% de femmes qui sont agressées par les étrangers. Mais alors attends, s'il n'y a que 14%, ça veut dire que les 86%, ils sont qui? Moi, je peux t'assurer que moi, quand j'étais abusé, dans la rue, comme quand j'étais petite, c'est pas les immigrés hein, qui m'ont... moi, quand j'allais dans les boîtes à partouze, les boîtes échangistes, c'est les bourgeois qui m'invitaient, c'est pas les immigrés, hein, parce que ça coûte cher. Moi qui ai une vie bien remplie de galères et les gens qui m'ont bien connu, ils savent que j'ai été abusé, mais... Et moi, par exemple, combien de fois, quand j'étais à la rue, je me rappelle quand j'étais à Aubervilliers 4 chemins, il y avait Mohamed, je peux dire son nom parce qu'on est restés amis, qui tenait une boutique. Tu sais, une boutique, comme on dit, les boutiques de rebeux. Et il voyait bien que j'avais rien à bouffer. Il me disait, allez, viens. Et attends, il m'a jamais rien fait, ce monsieur. Tu vois?
Donc, faut arrêter de stigmatiser. Moi, j'ai envie de parler aussi des gens qui font des choses bien, quoi, Mm. tu vois. Quel code, quelle loi tu as appris dans la rue, des lois propres à la rue, des codes propres à la rue, et qui te servent aujourd'hui dans ta vie, peut-être la principale? Ceux qui se sortent de la rue, Mhm. c'est les plus roublards. Mhm. Aujourd'hui, je travaille avec des gens qui travaillent en politique. Et je pense que par rapport à tous les combats que je mène, c'est pas la même roublardise. Mais je sais que j'ai gardé ce côté roublarde pour faire bouger les lignes, pour lutter contre le sans-abrisme. Sauf qu'aujourd'hui, je vole plus un maquis, je vole plus un rouge à lèvres. Je suis roublarde pour d'autres raisons. Je comprends. Mais en tout cas, voilà, pour faire bouger les lignes, j'ai gardé ce côté un peu qu'est-ce qu'il faut dire là, qu'est-ce qu'il faut pas dire là, qu'est-ce qu'il faut que je dise pour rassembler. Et moi, de toute façon, quoi qu'il en soit, je lutte contre des causes humaines. Mm. Moi, je lutte pas pour un parti politique. Dire que ce soit l'écologie, le sans-abrisme, ou, euh, ou le crack, ou enfin toutes les causes humaines, l'handicap. Pour moi, ça ne devrait même pas avoir de parti politique. Tout le monde devrait être réuni pour dire oui. Mm. Enfin, j'espère quand même que quel que soit le parti politique, ils se disent pas bon, les handicapés on s'en fout, les sans-abri on s'en fout, les migrants on s'en fout. Enfin, pour moi, c'est une cause, c'est des causes humaines dont tout le monde devrait s'emparer. Mm. Là, on ne parle pas de géopolitique, Bien sûr. on parle de l'humain. Et c'est pour ça que j'ai toujours l'humain d'abord. D'accord. Mettons que je pense, j'espère qu'il y a une personne sans abri qui regardera cette interview. Bon, t'inquiète pas, il y en a qui vont regarder. Bah, j'espère bien. Si tu as un conseil à lui donner, celui que tu estimes le plus précieux. Alors, celui que je conseille, Mm. d'ailleurs, la plupart de mes potes, hein, Mm. ils savent que je reprends la tête avec ça. Mm. Je sais que quand on est sans abri, c'est dur. Je sais que quand on est sans abri, on a envie de dire aux travailleurs sociaux, enfin à tous les gens qu'on rencontre, attends, ta gueule, moi je suis pas ton pauvre. Mais je vous en prie, je sais que dans la rue, on développe des maladies. Et il n'y a pas de honte à se faire soigner. Parce que moi, sans les soins, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne serais pas là, je le sais. Mais je sais que se soigner en France, c'est à vous. Moi, je l'ai dit aux grandes gueules, je l'ai dit partout. Moi, je suis une fille addicte. Je sais que je serai addicte toute ma vie. Bon, déjà, je prends plus de galettes. Je prends plus de cailloux. Je prends plus de cristal, comme on dit. De temps en temps, je bois du champagne. Voilà, comme je dis dans mon spectacle. Mais sans les soins, on ne peut pas s'en sortir. Et même si vous n'êtes pas addict, la rue vous a tellement abîmé qu'à un moment donné, pour enlever toute cette haine qui vous habite, toute cette rage qui vous empêche d'avancer, il faut parler à quelqu'un. Alors quand je dis des soins, c'est pas forcément un psy, hein, c'est pas forcément un psychiatre. Ton meilleur souvenir dans la rue? Ben, mon meilleur souvenir dans la rue, c'est que j'ai beaucoup rigolé avec mes potes. Mm. On a fait les 400 coups. Mm. Euh, des fois, on buvait comme des malades dans les bars. On laissait deux, trois pièces. On disait aux gars, on revient, on revenait jamais. Mm. Aussi, il y a un truc que j'ai fait. Bon, ça, je suis pas fier de moi, hein, mais il y avait des copains qui me disaient Elina, parce que moi, j'avais une petite gueule de gamine. Ils me disaient, écoute, dès que tu vois une petite grand-mère, tu nous le dis. Mais aujourd'hui, j'ai une honte terrible hein, de le raconter. Et mes copains, mais on savait même pas ce qu'elle avait. J'ai essayé, il y a une grand-mère qui arrive. J'étais comme ça, je te jure. Et la grand-mère, elle arrivait, tu vois, avec son petit sac et tout. Et ça y est, elle est là. Et il lui sautait dessus, il lui prenait son sac, mais des fois, il n'y avait rien dans le sac. Et moi, je rigolais. Mais aujourd'hui, je me dis, mais comment j'ai fait ça? C'est pour ça que, si tu veux,
quand on parle des gamins de banlieue, alors aujourd'hui, on brûle des voitures. Mais moi, j'ai fait des conneries. Mais aujourd'hui, avec mon demi-siècle, je me dis, mais comment j'ai fait ça? Moi, j'ai fait des conneries, mais je sais même pas comment j'ai été embarqué dans ces histoires. Je sais pas comment j'ai fait. C'est pour ça que quand on me dit, oui, un gamin de 15 ans, de 10... Alors évidemment, moi, on me dit, oui, toi, t'excuses tout le monde. Je n'excuse pas. Et d'ailleurs, j'espère qu'on ne m'excusera jamais d'avoir fait les conneries que j'ai faites quand j'étais jeune. Mais quand t'es branque, que t'as pas été éduqué, que en plus t'as été exclu du système scolaire, mais c'est un jeu aussi. La rue devient un jeu, même chez les inclus, les plus, on va dire, allez, les plus aisés, ils vont pas me dire que quand ils étaient jeunes, ils ont jamais fait de conneries. Alors je dis pas qu'ils ont volé des grands-mères, ou qu'ils ont fait des conneries, mais tu vas pas me dire que quand t'es ado, ou quand t'es jeune, t'as entre 18 et 25 ans, tu fais des conneries. Surtout quand t'as été mal construit. Par exemple, moi, quand les gamins, parce qu'aujourd'hui, je parle aux gamins, j'ai dit, alors tu peux me dire pourquoi t'étais dans le groupe, là, pourquoi t'as brûlé les voitures? Et les gamins, ils me répètent la même chose que... Alors, je leur dis pas toutes les conneries que j'ai faites, évidemment. Mais quand les gamins me disent, oh, madame, on a rigolé, eh ben, ça me rappelle moi, quand je rigolais, j'ai dit, oh putain, la mamie, comment elle a flippé? Ben, j'étais pareil. Aujourd'hui, attends, jamais je ferai un truc comme ça. Mais par contre, évidemment, je dis pas ça aux jeunes. Quand même. Bien sûr. Je leur dis pas, ouais, vous inquiétez pas, moi je brûlais pas des voitures, je guettais les mamies. Tu vois, j'étais une guetteuse de mamie, quoi. Voilà. Tiens, voilà. J'étais pas une guetteuse de drogue, mais j'étais une guetteuse de mamie. Mais des fois, dans le sac, il n'y avait rien. La mamie, elle avait juste son rouge à lèvres. C'est ça qui a à mourir de rire. Et moi, quand les gars, ils me disaient putain! Et moi, je rigolais, je rigolais. En quoi c'est différent selon toi d'être une femme dans la rue? Alors, être une femme dans la rue, évidemment, c'est très différent d'être un homme. Déjà, sur un plan physique et sur un plan, on va dire, hygiène. Voilà, une femme, elle a ses règles. Quand elle est vieille, elle a des fuites urinaires. Une femme, des fois, elle a mal au sein, c'est parce qu'elle a... Enfin, faut dire la vérité. La femme a des choses... Regarde, moi je suis tombée enceinte 2 fois quand même, j'ai avorté 2 fois dans la rue. Enfin, pas, non, j'ai pas avorté 2 fois dans la rue, mais j'étais enceinte 2 fois pendant que j'étais sans abri. Un homme, même s'il est dans la rue et qu'il se fait avoir, déjà il tombera jamais enceinte, il n'a pas de problème de règles, il n'a pas de problème de, je sais pas, de mammographie, qu'une femme normale doit faire tous les jours. Une femme dans la rue peut-elle tomber amoureuse? Bon, personnellement, moi, je suis jamais tombée amoureuse dans la rue. Si, j'ai été attirée par des hommes, hein. Attention, faut pas... Mais souvent, ça existe alors, moi, ça, c'est mon interprétation. Moi, je pense que l'amour n'existe pas dans la rue, et je parle de moi aussi. En fait, c'est l'amour dans la rue, c'est on va dire, c'est un amour biaisé. Je veux dire par là qu'en fait, quand un homme nous plaît, bah, même si on n'est pas amoureuse de lui, on se dit, pourquoi pas, au moins, il me protégera. En fait, c'est plus un truc comme ça dans la rue qui se passe. Et, mais j'ai rarement vu un couple d'amoureux, mais je te parle d'amour, en fait, mais que ce soit l'homme comme la femme, hein, c'est plus, voilà, c'est 2 misères qui se rencontrent et qui se complètent pour survivre dans la rue. Mais c'est pas un choix, c'est pas un vrai choix, c'est un choix de survie. Je veux dire, dans la vraie vie, quand je dis dans la vraie vie, je veux dire, quand t'as un toit, t'as un travail et tout, quand tu décides d'être amoureux, tu décides de l'inviter chez toi, tu l'invites de boire un coup chez... Alors que quand t'es dans la rue et que t'as peur, je veux dire, t'es comme un chat, tu te dis, pourvu que homme comme femme, hein, et si par bonheur, tu as la chance de rencontrer quelqu'un ben, avec qui tu peux bien t'entendre, ben voilà, on devient amis. Bon, ça ne nous empêche pas de faire l'amour et tout ça, mais on devient un couple, mais on devient un couple surtout comme un outil pour pas se faire agresser, pour se faire
pour se défendre contre les violences de la rue. Mais personnellement, je ne crois pas que ce soit une vraie histoire d'amour. D'accord. C'est c'est plus Une alliance? une alliance, ouais, une complémentarité euh, pour vivre dans la survie. Voilà, D'accord. je pense que c'est plus ça. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup, Elina. Merci Flavien. Merci pour le temps que tu m'as consacré. Bravo C'est pour normal. ton parcours. Est-ce que En tu tout cas, là, tu as eu la vraie Elina. Bah, c'est parfait, c'est ce que je voulais.